bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de vendredi 14h, votre magazine du cinéma juste avant votre film de la semaine sur icinema.com. Au sommaire de vendredi 14h aujourd'hui, le cinéma est-il macho? Il s'agit de parler de la place des femmes au cinéma, des rôles qui leur sont confiés. On parlera aussi de nos coups de cœur de la semaine. Les films Seule la Terre du Britannique Francis Lee et Bienvenue à Suburbicon de George Clooney. Stéphane Charby, juste après cette émission, nous parlera de notre film de la semaine sur icinema.com, c'est Revenge, premier long métrage de la Norvégienne Kirsti Stensbo. Macho, le cinéma, c'est le sujet de notre émission aujourd'hui. Non, pas macho, la preuve, regardez. How's this? It's nice. Very nice. Just here? No, a little lower, darling. I thought I'd find you in good hands. Felix! Felix, how are you? Dink, meet Felix Leiter. Hello. Felix, say hello to Dink. Hi, Dink. Dink, say goodbye to Felix. Man talk. Voilà. On savait vivre à l'époque. Élégant. Alors, on va en parler avec nos invités autour de la table aujourd'hui. Avec nous, la productrice et scénariste Sylvie Piala. Vous avez produit une trentaine de films, 35 films précisément, dont Cortex de Nicolas Boukrieff, L'inconnu du lac d'Alain Guiraudy, Timbuktu d'Abderrahmane Sissoko, ou encore, plus récemment, là, il y a quelques jours, Les Gardiennes de Xavier Beauvois. Bonjour et merci d'être des nôtres. Très beau film, Les Gardiennes. On a beaucoup aimé, on va en parler dans l'émission. Notre invitée également, la comédienne Caroline Proust. Bonjour Caroline, on vous a vu dans plusieurs films et téléfilms. Vous êtes aussi l'un des piliers de la série Engrenage sur Canal+ depuis plusieurs saisons. Et vous venez de co-réaliser et de co-écrire avec Cédric Melon et Étienne Saldès, le court-métrage Journaliste. Le comédien et réalisateur Lucien Jean-Baptiste est avec nous. Vous avez joué dans une trentaine de films, vous en avez réalisé 5, dont La Première Étoile, ou encore Il a déjà tes yeux. D'ailleurs, la deuxième étoile, on va en voir la bande-annonce dans cette émission, sort là ces jours-ci. Et la journaliste Elsa Keslassi, bonsoir, bonjour, merci d'être des nôtres, correspondante à Paris du journal Variety. Et puis il y a Youno qui est là avec nous, Youno Adamsé, qui est aussi là. Bonjour Youno. Tout à fait. Alors t'inquiète ma petite Audrey, hein. Comme l'émission c'est sur les machos, en cas de problème, tu peux compter sur moi et ma testostérone. Hein. D'accord. Et attends, Lucien Jean-Baptiste, on est d'accord, pas de vanne sur les cheveux, ok? Non, ok. Ok, c'est bon, c'est parti. Mais sur les tiens ou sur les siens? Ah, je laisse le doute planer. D'accord, très bien. L'industrie du cinéma est-elle macho outre le sexisme, voire les violences sexuelles imposées à des femmes et plus rarement, mais tout de même, à des hommes? L'organisation hiérarchique, économique et artistique du cinéma est-elle machiste? Si l'on s'en tient aux chiffres, la réponse est un oui majuscule, mais ce n'est pas l'avis de tous nos invités aujourd'hui. Avant d'en parler avec eux, on fait un point rapide avec Anne Le Boulch. En matière de parité, le cinéma mondial n'a pas bonne presse et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une seule femme a gagné l'Oscar de la meilleure réalisatrice en 90 ans de cérémonie. Une seule autre a obtenu le César de la meilleure réalisatrice en 40 éditions. Une seule enfin a remporté la Palme d'Or à Cannes depuis 1946. Le déséquilibre n'est pas seulement représentatif, il est également financier. Le salaire d'une réalisatrice représente 58% de celui d'un réalisateur. Côté acteur, le pic financier est atteint à 51 ans sans déclin particulier ensuite, alors que pour une actrice, la baisse de salaire est significative après 34 ans. Mais nous ne sommes pas les plus mauvais élèves. En 2015, la France comptait 20% de réalisatrices, quand Hollywood n'en comptait que 7%. Idem sur le plan européen, où nous enregistrons le plus haut taux de femmes exerçant cet art. 68 films à leur actif, soit 28 films de plus qu'en 2006, une augmentation de 71% en 10 ans. Parmi elles, une nouvelle génération de réalisatrices pour qui la parité est une priorité et les droits une nécessité. Un sujet délicat et une question qui continue de faire débat. Le cinéma est-il macho ? Voilà, bon, en tout cas, on aura appris avec ce sujet qu'après 34 ans, une femme devient vieille. Voilà, bon, ben ça c'est... Mais tu le savais pas, Audrey? C'est une nouveauté pour toi? Elle devient pas vieille, elle est moins bien payée. Voilà, c'est ça. Oui, mais elle est moins bien payée à partir du moment où elle est considérée comme moins... bankable par les cinéastes. Je vous laisserai la paternité, si j'ose dire, de ce terme. Caroline Proust. L'égalité, la complexité des rapports femmes-hommes,
C'est un peu un sujet sous-jacent hein, dans Engrenage. D'ailleurs, vous, dans Engrenage, vous campez la seule femme dans votre unité de police. Est-ce que c'est quelque chose qui émerge dans les dialogues, dans la façon dont la série évolue? C'est-à-dire que c'est assez représentatif de la façon dont les femmes occupent le terrain professionnel, en fait. C'est-à-dire que, comme Engrenage s'apparente à quelque chose de plus proche de la réalité, ben oui, il n'y a pas énormément de femmes, il y en a de plus en plus. Et en effet, je pense que chez les policiers, c'est aussi le cas. Et du coup, ben voilà, on est dans cette représentation-là. Et j'ai la chance d'avoir un personnage qui est chef de groupe et du coup, qui me permet d'évoluer de saison en saison et d'exister pleinement, non pas en qualité de femme, mais en qualité de policière. Voilà. Alors, mais justement, on va regarder la bande-annonce d'Engrenage. Commandant Berthaud, commissaire Beckrich. Commissaire ? Vous n'êtes pas censé être en congé de maternité, vous? Je crois qu'on est trop con pour résoudre l'enquête, c'est ça ? Il connaît pas le boulot de PJ, il a jamais été sur le terrain. Là, il se retrouve nez à nez avec un mec découpé en morceaux, tu vois, c'est tout drôle. Et qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis juge d'instruction. Juge d'instruction? Vous présentez des troubles de la mémoire et vous continuez d'exercer? Nous, elle nous plaît cette affaire, monsieur le juge. Puis si c'est vous qui l'instruisez, on sera comblé. Je démissionne. Pour un dossier? Pour un dossier qui me donne envie, qui me rappelle pourquoi je fais ce métier. Juge, avocat, policier. Il pensait avoir vécu le pire. Tu m'as déjà baisé une fois chez Verne. Il n'y aura pas de deuxième fois. Alors ce sera chacun pour soi. Mais dans l'univers noir d'Engrenage, le répit ne dure jamais bien longtemps. Je veux juste savoir qui m'a fait ça. Sans plainte impossible. Je veux être là pour mes gars. Tous les jours, j'attends de leur annoncer que les salauds qui l'ont coupé en rondelles sont derrière les barreaux. Vous avez voulu cette affaire, alors vous l'avez. Alors, Sylvie Piala, moi, je sais que vous, ce genre de débat, vous trouvez ça, bon, voilà, ni fait ni à faire, non, ça n'existe pas. C'est pas exactement ça. Mais vous êtes dans une industrie du cinéma dans laquelle, bon, on l'a vu rapidement là, avec Anne, les femmes réalisatrices perçoivent 40% de moins que les hommes en rémunération à carrière équivalente, grosso modo. Non, c'est faux. Enfin, sur les chiffres, je ne suis pas d'accord. Après, si c'est mondial, je ne vais pas me poser... Mondial, je ne sais pas. En France, hein. Là, je parle d'une étude du CNC, notamment. Oui, je sais... C'est une étude du CNC, quand même, alors fais attention à ce que tu dis. Non, mais je comprends bien qu'on fasse des statistiques. Il y a deux choses. C'est que, moi, j'ai milité énormément pour les femmes, très jeunes, et très vivement, entre 75 et 80. Donc, c'est pas du tout un sujet qui ne m'intéresse pas. Ce que je veux dire, c'est que le monde du cinéma n'est pas forcément le plus maltraité, notamment en termes de salaire pour tous les techniciens. Jamais on n'a payé une femme moins cher qu'un homme. Les barèmes n'ont jamais été faits. Il n'y a pas un barème fille, il y a un barème garçon. Et les métiers, je trouve, se sont féminisés largement. Après, je crois au temps. Parce que, je veux dire, il y a un moment, il y a eu l'accès. Et après, je crois au temps. Je trouve qu'on galope en ce moment. Nous, les femmes, dans nos métiers. Mais justement, vous remontez aux années 75-80, les combats que menaient des femmes essayant de percer dans le cinéma existaient déjà. Donc là, on en est quand même... Je suis pas contre le combat. Non, j'ai bien compris, mais on est 40 ans plus tard. Et effectivement, encore aujourd'hui, en France, on a 60 films réalisés, grosso modo, 62, 64, 58, par des femmes chaque année, pour 4 fois plus de films réalisés par des hommes. Oui, mais enfin, si on regarde, les femmes, elles arrivent dans le métier. Donc si on prend sur 120 premiers films, à mon avis, elles en font la moitié. Donc c'est pas... on arrive dans le métier, elles sont pas là depuis si longtemps qu'on puisse comparer à des hommes qui aujourd'hui... Un jeune réalisateur, il a 50 ans, donc... et comme ceux de 80 sont encore un peu là aussi, je veux dire, si on prend, je pense, alors je ne vais pas dire les chiffres parce que ça se trouve, vous pourrez me dire que tout est faux, je pense que si on prend sur des premiers et deuxièmes films, on arrive, à mon avis, pas loin des 50%. Et sur le fait que les actrices, parce que ça, il y a même une association dont le nom m'échappe, mais d'actrices de plus de 50 ans, qui milite pour que les actrices de plus de 50 ans continuent à avoir des rôles. Pourquoi c'est si difficile pour les femmes? Dans la vie, il y a des femmes de plus de 50 ans quand même dans la vie, dans la vraie vie. Oui, mais je pense qu'on ne les voit pas dans les films. Là aussi, je pense qu'on a une chance aujourd'hui. Alors c'est pareil, ça se met en place. C'est que nous sommes très peu nombreux à réussir à faire des films pour des gens qui ont entre 15 et 25 ans. Et aujourd'hui, on va dire que le public régulier du cinéma à 50 ans et bien plus est fait de gros succès à beaucoup de films. Donc, je pense aussi que les choses bougent doucement. Les gens de cet âge-là vont pas forcément voir que des gamines qui ont 30 ans. Maintenant, c'est compliqué dans la vraie vie aussi. Hein. Oui. On est transparente assez rapidement. On est ménopausée à un âge à peu près pas le même pour tout le monde.
Je veux dire, tout ça, c'est des choses qu'on vit toutes. Après, je trouve ça sympa de pouvoir dire qu'on est ménopausé à une émission de télé aujourd'hui. Je suis pas sûre qu'on aurait pu le dire il y a si longtemps. Et que, donc moi, je suis pour le combat, évidemment, de tous les jours. Ce qui m'ennuie plus aujourd'hui, c'est que l'affaire Weinstein, on va en parler combien de temps? Et moi, j'aimerais bien faire un énorme débat dans 4 mois sur le harcèlement sexuel dans tous les milieux et que ça intéresse encore beaucoup de monde. Parce que maintenant, j'ai la sensation quand même, malgré tout aujourd'hui, que le nombre va faire basculer quelque chose. Et que ce nombre et ces voix, on les a peut-être jamais autant... elles n'ont jamais autant compté, parce que c'est quelque chose qui est tellement contenu depuis tellement longtemps et que tout le monde sait. Là, je ne parle pas seulement du harcèlement sexuel. C'est-à-dire, franchement, être une femme, c'est un truc. Et en même temps, il faut voir aussi tout ce qu'on a que les hommes n'ont pas. Et donc, moi, j'aimerais un débat. On a aussi de se servir de son cul pour arriver. Enfin, je veux dire, très large, pour que tout ça soit sur la table et qu'on se rende bien compte, effectivement, de ce qu'on endure, ça c'est sûr, depuis des siècles, de ce qu'on a comme force et qu'on fait endurer aussi. Et je pense qu'à ce moment-là, tout sera un peu plus simple et aura, j'espère, comment dire, plus constructif. Plus constructif, et puis surtout qu'on ira plus vite à la solution. La question de la femme dans le cinéma, c'est aussi la question de la femme dans la société. On le voit avec les questions sur les débats des Noirs dans le cinéma. Maintenant, après, il y a une chose dont il faut parler et dont on ne parle pas assez, ce sont les codes du cinéma. On a des codes archaïques. Moi, je le vois, dès qu'on cherche un boucher, le casting vous envoie forcément un gros avec une moustache. Dès qu'on cherche un avocat, voilà, on est enfermé dans des stéréotypes, dans des codes, et c'est tout ça qu'il faut éclater. Et quand on voit, c'est vrai que l'exemple du cinéma américain, par exemple les frères Cohen, quand ils font un film comme Fargo, ils ont une inspectrice, normalement c'est l'archétype du vieux flic machin, et bien ils prennent une nana enceinte, etc. Et l'aspect artistique peut y gagner, mais il faut casser ces codes. Et troisième chapitre, c'est l'éducation. Je veux dire, les petites filles dès gamines à l'école, moi j'ai une gamine de 6 ans, c'est parti, la littérature enfantine, etc., etc. C'est du rose, c'est du machin, tout ça. On est dans un grand débat. Le cinéma est au bout de ça, mais le cinéma aussi peut parfois et devrait montrer l'exemple. Est-ce que c'est pas, moi je les fréquente pas pour l'instant, j'ai pas encore eu affaire à eux, mais est-ce que les décideurs, ce sont des financiers, est-ce que ce ne sont pas des hommes majoritairement qui décident? Est-ce que tous ceux qui sont à la tête de toutes les chaînes, est-ce que ce ne sont pas des hommes essentiellement et que ce ne sont pas eux qui décident des programmes et que ce ne sont pas eux qui décident qu'on va mettre une fille de 34 ans parce qu'elle est bien, non, elle fait plus bander les mecs, donc on va la virer, etc. Il y a des chaînes où il y a des femmes à ces postes-là. Je parle vraiment pour ce qui est du programme de télévision. Pas beaucoup, Non, enfin, à Canal+, il y en avait quand même pas mal. Je veux dire. Enfin, à l'époque, après aujourd'hui, je ne sais pas. Mais je pense qu'on est vraiment en autocensure de beaucoup de choses. Moi, je veux dire, en tant que productrice, je me suis rarement entendue dire ce que je lis que tout le monde s'entend dire. Donc, il y a un moment aussi, c'est votre propre conviction dans la vie qui fait que on arrive aux choses. Il y a un moment, il y a une façon de présenter. Si vous arrivez en disant « vas-y, choisis et je ferai ce que tu dis », il se passe pas grand-chose. Mais il y a aussi, et je voudrais qu'on entende Elsa qui n'a pas encore parlé, c'est facile de s'affranchir des propres codes, voire de l'autocensure, comme on parlait. En France, Sylvie. Écoutez, oui, je pense qu'il faut avoir beaucoup de personnalité pour pouvoir s'imposer. C'est évidemment un milieu qui est quand même dominé par les hommes, le milieu de la production en France. Et donc, quand on est productrice, on doit gérer des questions d'argent. Et quand on est une femme, souvent, c'est compliqué de parler d'argent. Donc, on n'a pas confiance en soi, des fois. Et puis, du coup, on négocie un peu à la baisse. Et donc, c'est compliqué. Il faut vraiment faut avoir de l'assurance. Je pense que Sylvie, elle est assez bien équipée. Mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération de productrices françaises qui s'en sortent vraiment bien. Elles travaillent avec des petits budgets, elles arrivent à s'en sortir. Elles font pas des blockbusters. Après, le métier de réalisatrice aussi, c'est un métier hyper difficile pour une femme parce que les techniciens, souvent, c'est des hommes. Faut gérer des équipes entières qui sont souvent des hommes. Donc, voilà, il faut savoir se faire respecter. Diriger des acteurs. Moi, je pense qu'une femme qui réussit dans ce métier, elle est 2 fois meilleure qu'un homme. Ah, mais c'est sûr, il faut travailler 2 fois plus dur et on ne pardonne pas les échecs. Je voudrais qu'on parle quand même des Gardiennes que vous venez de produire. Justement, c'est un film qui met en avant 2 femmes, mère et fille dans la vie, et mère et fille à l'écran, Nathalie Baye et Laura Smet, sans oublier la bouleversante Iris Brie.
des femmes qui prennent à bras-le-corps, si on peut dire, l'exploitation de leurs parcelles agricoles et de leurs fermes. Elles prennent la relève des hommes qui sont partis au front pour la Première Guerre mondiale. Ça ne doit pas être joli, tiens. Soyez forts. On part pour une guerre éclair et puis 2 ans on vit l'enfer. On va se battre. On va y arriver. Et toi, maman, tu fatigues moins? Maintenant que j'ai la petite, ça va mieux. Même quand la guerre sera finie, on te gardera ma fille. Mon cher Georges, je fais de mon mieux pour soulager votre mère. Et nous essayons d'être aussi fortes que vous. Alors Sylvie, ce sont 3 beaux rôles de femmes, 3 premiers rôles. On a l'impression qu'elles sont quasiment au même niveau toutes les 3 dans le film, sans pour autant qu'il s'agisse ni d'un film de femmes, ni d'un film pour les femmes, pas du tout. Mais c'est quand même assez rare dans le cinéma français. Donc là, c'est le film qui a été mis en scène par Xavier Beauvois. C'est quand même assez rare dans le cinéma français qu'on donne comme ça 3 premiers rôles à 3 femmes et que tout le film tienne sur leurs épaules. Oui, c'est vrai que finalement, je me rends compte que ça n'arrive peut-être pas si souvent. Bon, là, il y a une bonne raison pour qu'il n'y ait pas d'hommes dans le film. Mais oui, c'était, je pense, une chance pour le metteur en scène aussi, parce que ce sujet, qui est un livre d'Ernest Perrochon, qui s'appelle Les Gardiennes, donc c'est rare aussi qu'il y ait un écrivain, puis un cinéaste qui s'empare d'un sujet où il n'y a pas d'hommes. Parce que c'est pas si souvent non plus qu'un homme se sent capable d'écrire, quand les auteurs écrivent eux-mêmes, des rôles pour que des femmes. C'est-à-dire qu'à un moment, ils parlent d'eux aussi, les metteurs en scène, notamment les auteurs. Donc voilà, bref, c'était une chance et c'est vrai que je suis très fière parce qu'en plus, ces femmes, par rapport à tout ce qu'on disait, justement, c'est très intéressant parce que ça aurait pu être le moment d'une émancipation, puisque que ce soit à la ville ou à la campagne, elles ont remplacé les hommes. Elles ont remplacé les hommes dans des travaux inouïs, que ce soit dans les usines. À la ville, dans les usines, bien sûr. Que ce soit à la campagne. Et tout ça en les attendant, en attendant qu'ils reviennent au rythme de la mort de leurs enfants. Et quand ils sont revenus, pour ceux qui sont revenus, elles se sont replacées derrière comme si tout ça n'avait jamais existé. Et voilà, alors qu'il y a d'autres pays où il y a eu des mouvements plus tout de suite après. Mais il y a une grande féministe qui l'explique très bien, ce phénomène. C'est Geneviève Fraisse, que vous connaissez peut-être, justement, comment les femmes, pendant les conflits, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale et d'autres conflits, même pendant la Révolution, étaient très en pointe au moment du conflit et après. Finalement, elles retournent à leur rôle bien sage. Lucien, Jean-Baptiste, alors vous, les femmes, vous leur donnez souvent le premier rôle dans vos films. Vous allez me dire si c'est plus facile pour des comédiens. On regarde la bande-annonce de La Deuxième Étoile. On va pas juste au ski, on va fêter Noël ensemble, en famille, ça va être super. Mais c'est nul. Yann, pour les vacances, ça réfléchit? Je peux pas, je t'ai déjà dit. Surprise. Maman? Y a pas de place. Ah, mais c'est vraiment pas un problème, moi je peux rester ici. Oh, moi aussi je peux rester. Vous allez pas commencer, Personne va rester ici. Gégé, c'est mon père. Je peux pas le laisser tout seul. Pas tout seul, dans une maison, tu vois, un truc adapté. Gégé. Mon bébé, laisse-moi t'expliquer. Je lève mon verre pour ces super vacances de Noël. Je vois un changement stratégique. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait, cette histoire? Maman. Alors, est-ce que c'est plus facile de mettre les femmes à l'honneur, ou en tout cas de leur donner, de faire un film Alors, moi déjà, je voulais rendre hommage sur leurs épaules Ozon quand c'est et à une Sayas, comédie. parce que je crois que c'est des mecs qui sont des réalisateurs, on n'en a pas parlé, parce qu'on parle beaucoup de choses qui vont pas bien, mais il y a aussi, ces 2 réalisateurs proposent des rôles de femmes assez exceptionnels à leurs comédiennes.
Moi après non, j'ai pas, j'essaye d'être simplement humain et de faire les choses voilà de façon équilibrée. Maintenant je ne me pose pas devant ma feuille et me dire tiens je vais faire un film en mettant les femmes en avant. J'essaye de faire attention. Voilà, je crois que c'est après c'est chacun avec sa civilité, son côté citoyen, militant, il crée en fonction de ça. Mais moi je n'ai pas une volonté particulière. Après on pourrait aller sur le débat je suis antillais et c'est vrai que on dit que nos îles sont des matries et non pas des sociétés matriarcales. Voilà, mais je me méfie aussi de cette appellation parce que je suis père antillais et je trouve que beaucoup d'hommes dans certaines cultures se reposent aussi. On l'a facilité, on dit ah ce sont les femmes qui gèrent le pays, mais en même temps ça sert un peu aussi les hommes se dire bon bah les femmes elles gèrent, nous on se met dans un second plan et puis on en profite finalement. Donc c'est toujours un petit peu contradictoire, difficile de situer le rôle exact de la femme dans des organisations comme ça où on fait croire qu'elles ont tout pouvoir. L'image de la femme, Elsa Keselasi et Caroline Proust, l'image de la femme comme on l'a vu tout à l'heure, on a monté cet extrait histoire de bien se rappeler d'où on part dans James Bond avec Sean Connery ou même à l'époque Roger Moore. Est-ce que ça c'est terminé, enfin en tout cas au premier degré, parce qu'évidemment OSS 117 c'est un régal, c'est merveilleux, mais on sait bien que Jean Dujardin est au 45e degré. Est-ce que cette image de la femme dans le cinéma, en tout cas le cinéma français, elle n'existe plus? J'ai l'impression que c'est quand même sérieusement en train d'évoluer. Ouais. Je trouve ça très bien. Mais c'est à l'image de tout le reste. En fait, il y a une évolution de fait qui se fait et on en est très heureux. Parce que même dans les James Bond, d'ailleurs, je trouve que même le personnage d'Eva Green, il était superbe. Voilà, donc c'est vrai que les James Bond évoluent, mais ce qui est marrant, c'est que James Bond, à l'époque, dans les années, quand Ian Fleming a écrit les personnages des Bond Girls, elles étaient hyper émancipées, et à l'époque, c'était vraiment, c'était des progressistes comme l'image de la femme. À l'époque, les femmes, elles étaient représentées dans la cuisine ou comme mères, et puis là, voilà, c'était quand même des femmes indépendantes, sexuellement, etc., qui étaient libres. Donc après, il y a eu un backlash et on a vu, voilà, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et là, on est en train de revenir à une image de la Bond woman powerful. Et on a notre James Bond national, Jean-Paul Belmondo, dont on oublie que dans certains de ses films, je pense par exemple au Professionnel, qui est pour moi l'un de ces films que j'ai adoré, évidemment L'As des As, il y en a d'autres. Jean-Paul Belmondo n'était pas toujours super respectueux des femmes. Il y avait parfois des gifles retentissantes. Il n'y a pas que lui, Gabin, Ventura, les mecs, ça tartinait à tout va, les films des années 50, après-guerre, mais moi j'étais impressionné de voir le nombre de baffes qu'ils mettaient aux gonzesses, et je parle un peu comme l'époque, hein. Et après les filles, tu les voyais venir se lever contre le mal viril, c'est tous ces codes, il faut balayer tout ça. Et pour revenir aussi toutes ces femmes qu'on forçait, qu'on embrassait de force, et qui finalement l'éducation, tu vois, c'est terrible. Alors, est-ce que le machisme est érigé en système dans le cinéma? Les choses changent, on en parle à l'instant avec nos invités. Écoutons ce qu'en disent Jonathan Dayton et Valérie Faris, co-réalisatrices de Battle of the Sexes. La réalité qu'ils montrent dans le tennis, très bon film d'ailleurs, est-elle aussi valable pour le cinéma? Écoutez. Hollywood overall is a macho place. I mean, I think it's changing slowly, but it's very deep rooted. Over time, the longer we've worked together, I think the more that we get treated the same way. I think maybe when we first started, the crew sometimes would be a little bit more focused on Jonathan, especially if they're asking technical questions. But that has really changed, I think, because now, we work with people who know that we both do everything. We don't really divide the work. And we receive, and Steve and Emma also get paid the same amount. We always get paid the same. But yeah, it was important. Bon, les choses changent petit à petit, Elsa. Oui, tout à fait. Là, on voit bien que c'est un duo de réalisateurs hommes-femmes et qu'ils arrivent à collaborer ensemble et à pas se répartir des tâches, mais effectivement faire tout ensemble. Et ça crée un film qui a une vraie richesse et avec des personnages entiers, quoi, avec des reliefs. Nous avons Bakri Jaoui aussi, dans le genre, qui s'équilibre très bien. Voilà. Effectivement. Sylvie? On est l'homme et la femme tellement différents. Moi, je trouve ça tellement excitant et intéressant
que l'idée qu'il faudrait qu'on soit pareil me désintéresse. C'est là où je dis que les trucs de parité, etc. Je veux dire, on peut évidemment, il n'y a pas un problème de capacité. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de savoir si on fera les choses de la même façon. Enfin, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Juste par rapport aux plateformes e-cinéma, Netflix, Amazon, e-cinéma-là, je veux dire, toutes ces streaming services, toutes ces plateformes, elles encouragent aussi l'émergence d'une nouvelle génération de réalisatrices et de productrices américaines. Et aussi, la série télé, c'est aussi un secteur qui est très, en ébullition. Il y a plein de jeunes talents aussi qui émergent de ça. Donc, voilà, je pense que dans les années à venir, on va voir plein de jeunes talents émerger de tout ça. Dernier mot, Caroline. Oui, mais parce que c'est vrai que le gros avantage, c'est qu'ils n'ont pas besoin de faire des entrées. Donc, ce ne sont pas les financiers qui décident, puisque l'argent est déjà... Il y a moins de pression commerciale. L'argent est déjà là par les abonnements. Le cinéma est une façon d'avoir moins de pression sur ça, parce que ça évite une sortie salle, qui est quand même la chose qui met le plus de pression sur un metteur en scène. L'avenir est grand pour les femmes. Bref, e-cinéma, c'est bien. Et d'ailleurs, on est sur e-cinéma.com, ça tombe bien. On va enchaîner avec les coups de cœur, nos coups de cœur de cette semaine, avec les sorties cinéma de la semaine. Et cette semaine, mon cœur fait boom pour Seule la Terre, du Britannique Francis Lee, prix du meilleur réalisateur de la section World Cinema Dramatic en 2017, Hitchcock d'or au Festival du film britannique de Dinard en 2017 cette année, Chistera, du meilleur réalisateur et de la meilleure interprétation masculine au Festival international des jeunes réalisateurs de Saint-Jean-de-Luz. Mon cœur fait boom également pour le dernier George Clooney qui met en scène Suburbicon, cité idéale de pavillons américains et leur pelouse impeccable, meilleur des mondes jusqu'au moment où une famille noire vient s'y installer. La bande-annonce des deux films. In my country, spring is the most beautiful. Just so you're clear, he's here to work. It's all on your shoulders now. What do you want? I want it to be different, the way I want to do it. This is the last time that clown's gonna ignore us. Take care of a kid. To make decisions like what's best for the family. Any progress on the investigation? A mobster got killed a couple of days ago. I can end the conversation real quick. I'm sorry for his loss. Oh, life? Yeah, I guess he probably is too. Nobody speak. I'm here to collect. What do you want? I want all of it. All of it. Nothing like this ever happened here. This is a safe place. It was. Would you like a cup of coffee? Nobody speak. Towns and villages burning, looting, and pillaging. I could have you killed in no time. I could kill you too. Alors encore un mot sur ces films pour vous dire qu'il faut un cœur bien accroché pour découvrir Seule la Terre, un film âpre, voire rugueux, qui est ponctué pourtant de moments de grâce. Vous les avez peut-être aperçus dans cette bande-annonce, un lever de soleil, un souffle suspendu entre deux amants qui se découvrent l'un l'autre, un agneau nouveau-né que l'on réchauffe, que l'on frictionne. On est dans la campagne du Yorkshire, dans une ferme où Johnny, jeune adulte, trompe son désœuvrement en buvant jusqu'au coma presque tous les soirs et en y ajoutant parfois un peu de sexe avec le premier venu. L'arrivée d'un saisonnier sur l'exploitation familiale le fera basculer dans toute autre chose puisque soudain la vie prend du relief pour lui. Et c'est l'inverse qui se produit avec Bienvenue à Suburbicon. Sous la joliesse, le soleil, la sérénité, la joie de vivre sommeille le pire, le racisme de l'ensemble de la société américaine, cristallisé dans des manifestations
de haine à l'encontre de la famille noire du quartier, tandis que dans la maison d'en face, eh bien, sans que personne ne s'en rende compte, sont perpétrés un assassinat et plusieurs meurtres. Un Matt Damon, vous l'avez aperçu, effrayant, une Julianne Moore dédoublée aux allures d'héroïne hitchcockienne et un malaise lancinant qui rappelle, en tout cas qui m'a rappelé l'ambiance des tueurs de la lune de miel. Merci à tous. Merci à nos invités. Merci Youno. Tout de suite, Merci le Audrey. film de la semaine sur icinema.com, c'est Revenge, thriller norvégien, un premier film de la réalisatrice Kjersti Stensbo, l'histoire de Rebecca, décidée à venger le viol et le suicide de sa jeune sœur, qui parvient à s'immiscer dans l'intimité d'une famille bien rangée, et c'est la famille du violeur. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vendredi à 14h sur icinema.com. À bientôt, bon film. C'est pas pour faire le macho, mais j'invite toutes les filles à boire un verre. Allez, c'est parti. Cette semaine, je vous emmène dans les fjords de l'ouest de la Norvège. Mais attention, il n'est pas question de poser son sac à dos pour un voyage touristique. Dans une séquence d'ouverture qui évoque Funny Games de Haneke, à travers laquelle on suit une voiture traversant des paysages spectaculaires, le tout porté par une musique envoûtante, harmonie pourrait être le mot qui résumerait le mieux cette entame de film. Mais la réalisatrice emprunte au cinéaste viennois ce goût du faux-semblant qui semble nous dire « méfiez-vous des apparences ». Ce thriller, car il est bien question de ça, appartient à un genre, les films de vengeance, parmi lesquels on compte All Boy, Le Vieux Fusil ou Blue Ruin. Mais l'originalité de ce récit se construit au féminin, un peu à la manière de La mariée était en noir de François Truffaut. Notre héroïne n'a rien d'un justicier solitaire, elle serait même à classer dans la catégorie amateur. Mais là où elle se révèle redoutable, c'est dans sa capacité à modifier ses plans et à s'adapter tel un chasseur au mouvement du gibier qu'elle traque. C'est un anti-héros à la personnalité complexe, capable d'inspirer autant la confiance que la méfiance, un jeu d'ombre et de lumière où l'essentiel nous est caché, un manège maléfique dans lequel on se demande qui exploite qui. Pour son premier long métrage, la réalisatrice norvégienne fait bien plus avec ce film qu'une apologie de l'autodéfense. Elle joue avec la vérité morale de chaque spectateur. Nous sommes sans arrêt sur le fil, entre deux sentiments contraires, entre ce qui arrive au personnage et la réflexion que cela provoque. La punition ou le pardon? Bourreau ou victime? Ce film est une fable sinistre sur la justice des hommes et la rédemption dont le prix à payer reste à fixer. Car on le sait, l'incarnation du mal circule en chacun de nous. Qui n'a pas eu une revanche à prendre ?